Bonjour, c'est la première fois que je fais un meeting Zoom. David, c'est très compliqué autrement te joindre. Tu es très loin, tu es en France, pas juste à côté. Et on avait fait la vidéo là, de, du fraude du nom ensemble, qui avait énormément beaucoup marché. Vraiment, les gens t'adorent. Euh, Tu m'as beaucoup accompagné dans notre histoire de maison. C'était incroyable d'avoir vraiment autant de soutien et de voir comment tu travailles, en fait, cette intelligence par rapport à toute cette loi, de comprendre comment tu vois ça. Donc, vraiment, c'est des choses qui me manquent totalement. Là, je me dis, c'est vraiment ma couleur de cheveux qui m'aide à pas comprendre. Et aujourd'hui, en fait, on a cette grande question, les votations du 13 juin qui se présentent. Et toi aussi, tu as énormément de savoir par rapport à ça. Et aujourd'hui, un petit peu naïvement, avec juste le bon sens, j'aimerais te poser des questions par rapport à ça, en fait. Que Avec tu puisses plaisir. nous expliquer vraiment de la même manière comme tu avais fait, très, très simple à comprendre, en fait. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on risque? Pourquoi il faut absolument voter non? En tout cas, merci, D'accord. David. Mm. Alors, on Écoute, commence. c'est un Mhm. plaisir. C'est un plaisir déjà que tu me reçoives, qu'on organise cette séance. Et oui, effectivement, il y a des choses à dire. Alors, moi, je ne vais pas dire faut voter non, hein. Je pense que les gens ont leur liberté de croyance. Il est clair qu'il faut vraiment étudier ces différents sujets pour se rendre compte de l'importance de ces votations parce qu'elles sont, je pense, historiques. Et on va justement expliquer pourquoi. D'accord. Alors là, déjà, tu as choisi le background, notre palais fédéral suisse. Alors, raconte peut-être. Exactement. Voilà, ça Magnifique. c'est le Palais fédéral suisse. Vous avez à peu près ici, voilà la coupole. Il faut savoir que quand on est à l'intérieur de ce magnifique bâtiment qui nous appartient à nous les Suisses, hein, il y a au sommet de cette coupole, quand on est à l'intérieur, on voit notamment donc les drapeaux des 26 cantons et surtout une phrase qui est un pour tous, tous pour un, écrit en latin. Uno per, je sais plus, enfin bref, voilà, donc un pour tous pour un, qui est notre devise suisse. Donc ce palais fédéral est à Berne. C'est là que travaille le Conseil fédéral, c'est là que se réunit également l'Assemblée fédérale. Donc c'est notre bâtiment, j'ai envie de dire, politiquement le plus important. Alors j'ai voulu volontairement choisir cette image parce que c'est emblématique. Un citoyen suisse est avant tout un souverain. Et donc s'exprimer devant le Conseil, le Palais fédéral, je pense que c'est quelque chose qui est très symbolique, voilà. Surtout qu'en ce moment, on n'a plus vraiment le droit, on ne sait pas trop si on peut pas. Enfin bref, nos libertés sont fondamentales, sont foulées aux pieds. Et donc, je trouve voilà, vraiment symbolique de me mettre devant le Palais fédéral pour cette discussion. C'est très, très juste, je trouve. Parce que peut-être parce qu'il y a certainement beaucoup de Français qui vont nous regarder aussi. Est-ce que tu veux peut-être expliquer la chance qu'on a la Suisse ou la différence peut-être avec la France? Ouh, alors il y a énormément de différences. C'est vrai que les Français, malheureusement, ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas en démocratie. C'est-à-dire qu'ils confondent l'acte de votation ou le fait de mettre un bulletin dans l'urne avec le mot votation. Ça s'appelle un scrutin, en fait, hein. Donc, ils confondent voter et élire. En France, ils élisent énormément, c'est-à-dire qu'il y a des scrutins régulièrement pour élire le maire, les responsables de région, les députés, etc., etc. Il y a tout un millefeuille administratif, on va dire, comme ils aiment bien l'appeler, le président de la République aussi, surtout tous les 5 ans maintenant. Euh, et en fait, c'est en lien avec l'article 6 de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui veut que euh, tout citoyen a le droit de concourir personnellement ou par ses représentants. Et c'est surtout le ou par ses représentants qui est utilisé dans la Constitution de 1958. Donc chaque citoyen a le droit de concourir personnellement ou par ses représentants à l'élaboration de la loi. Or, en France, qui écrit la loi? C'est le législatif, donc c'est le Sénat, ou le gouvernement, donc par le biais du Premier ministre, et ensuite ça passe à l'Assemblée nationale, ce qui serait un petit peu l'équivalent du bâtiment que nous avons là, hein, avec l'Assemblée fédérale, nos deux chambres également, comme en Suisse, hein. En France, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis, ils ont tout un processus qui fait que la loi, une fois qu'elle est déposée, de toute façon, elle est faite pour aboutir. En fait, il faut comprendre qu'en France, ils ont une constitution, donc la constitution du 4 octobre de 1958, qui est une constitution que moi j'appelle martiale. C'est-à-dire que c'est une constitution qui a été taillée vraiment sur mesure pour Charles de Gaulle,
qui, rappelons-le, était quand même générale. Donc, c'est une constitution martiale. Donc, la France elle n'est pas sous loi martiale, c'est même pire que ça, elle est sous constitution martiale. Tous les pouvoirs sont entre les mains du gouvernement. J'ai envie de dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ça pouvait faire un peu de sens que de remettre le pays sur ses rails, mais aujourd'hui, on voit que premièrement, ça atteint ses limites et surtout, ça ouvre toutes les portes aux dérives sectaires et totalitaires. Et c'est pour ça que je suis vraiment content qu'on discute de ça, que tu m'amènes sur le côté français, parce que si eux ne se rendent pas compte que la dernière fois qu'ils ont voté, c'était le référendum pour entrer dans l'Union européenne, auquel ils ont dit non, mais c'est pas grave, ils sont quand même entrés dans l'Union européenne parce que Nicolas Sarkozy a signé les accords de Lisbonne. Donc, on a foulé aux pieds le désir, la volonté populaire. Nous, en Suisse, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué en apparence, puisque nous, la Constitution est laissée à la sécurité du peuple, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, personne ne peut changer la moindre virgule de cette Constitution fédérale, même si on y trouve une faute d'orthographe ou une erreur de virgule. On ne peut pas la changer sans que cela passe devant le peuple. En France, la Constitution, elle est modifiée à volo par le gouvernement. Oui, ils ont un processus, mais ils font comme ils veulent. Si on reprend les concepts, les préceptes vantés par Étienne Chouard, les textes de loi que devraient craindre les politiques ne devraient pas être écrits par eux-mêmes, mais par le peuple. Et c'est ce que nous avons en Suisse. Autre chose aussi qui nous diffère énormément entre la France et la Suisse, c'est qu'en Suisse, lorsqu'une loi est votée, et c'est le cas là actuellement du 13 juin, c'est le sujet, nous en Suisse, lorsqu'une loi est votée au Parlement, donc, hein, notre Assemblée fédérale, nous avons un délai référendaire de, je crois, 90 jours pour dire vous avez voté une nouvelle loi, mais on aimerait bien, nous, le peuple, pouvoir se prononcer. Chose qu'en France, ils n'ont pas. Une fois que la loi est promulguée, taisez-vous. Voilà. Donc, comme disait Coluche, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Actuellement, la France, c'est cause toujours. Ils sont dans une république, donc ce n'est pas une démocratie. La république, c'est juste le principe qui veut que le pouvoir ne se transmet pas par le sang. Donc, ils sont en république, le pouvoir Ça ne veut se dire transmet quoi? pas par le Pardon. sang. C'est-à-dire que, je vais prendre le cas actuel, il y a un homme qui s'appelle Emmanuel Macron, s'il avait une descendance, sa descendance ne reçoit pas le pouvoir. Ce n'est Ah pas un oui, d'accord. pouvoir qui se transmet par le sang, par la filiation. C'est le principe royal, en fait. Le principe royal ou impérial veut que le roi transmet à son fils, l'empereur transmet à son fils. Donc, ce sont des lignées, on va dire, de familles qui dirigent. Dès lors que les pays, les États, les peuples virent ce principe-là, ils mettent en place une république qui veut que le pouvoir ne se transmette plus par le sang. Alors, ça implique automatiquement de mettre en place une organisation euh, pour mettre quelqu'un, on va dire, aux commandes. Et donc, on utilise l'outil dit démocratique de l'élection. Voilà. Maintenant, de nouveau, la grande différence entre la France et la Suisse, c'est que nous, les Suisses, on a encore un peu de contrôle sur les lois qui sont votées. Nous avons la possibilité de modifier notre ou nos constitutions, donc cantonales et fédérales. Nous avons la possibilité, lorsqu'une loi est mise en place ou votée par l'Assemblée fédérale, de faire un référendum disant attendez, stop, nous, on aimerait bien la voter. C'est ce qu'on On a aimerait fait bien qu'elle avec passe les devant le Amis de la peuple. Constitution et c'est ce qu'ils votent le 13 juin, justement. Voilà, et ça, je sais que ce n'est pas unique dans le monde, mais en tout cas, la Suisse, moi, je me plais à dire que la Suisse est probablement le pays qui se rapproche le plus de ce qu'est une démocratie. Mais il faut en convenir, nous n'en sommes plus une et je vais expliquer pourquoi après. Voilà, nous sommes dans une apparence de démocratie. Les outils démocratiques donc du pouvoir du peuple sont toujours en vigueur, mais ils sont largement dévoyés. Voilà, ça c'est vraiment super intéressant. Et puis peut-être juste avant, tu as dit avant qu'on ne pourrait pas changer la moindre virgule en fait dans la Constitution. Mais là, la loi Covid justement qui est en train de passer, là ils ont amené deux amendements au mois de novembre et puis au mois de mars justement par rapport au passeport sanitaire et puis au traçage obligatoire. Est-ce que ça c'est permis? Sans le mettre Alors dans le bulletin en fait de votation officielle. alors, tu me poses une question extrêmement intéressante parce que, est-ce que c'est permis? En fait, je vais te répondre que nous avons déjà vécu cette situation où, si tu veux, il y a une constitution fédérale. Cette constitution fédérale, c'est le cadre. D'ailleurs, si on reprend l'article 5.3 de mémoire, ou 5.1,
bouge pas, je vais la chercher. Constitution fédérale, 18 avril 99. Il y a un article qui nous dit que le droit, c'est la base et la limite de l'activité de l'État. Donc, c'est le début et la fin de tout ce qu'il peut faire. Voilà, c'est C'est l'article à 5.1 de l'intérieur de la la loi. Constitution. Voilà. Donc, le droit, c'est la base et la limite de l'activité de l'État. Donc, c'est le Mhm, début et la fin de ce qu'il peut faire. mhm. D'accord? C'est dans la Constitution fédérale, article 5.1. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que, alors déjà, qu'est-ce qu'un État? Un État, c'est une zone géographique qui est définie par ce que l'on appelle des frontières, hein, qu'elles soient naturelles ou simplement reconnues par les autres, hein, comme étant une zone délimitée voilà, dans laquelle il y a un peuple, donc là, en l'occurrence, j'ai envie de dire les peuples suisses, puisque Genève est un peuple, Vaud est un peuple, il y a 26 petits peuples D'accord. dans ce pays. Voilà. Je l'ai Et jamais donc, vu comme ça, j'aime bien. ces 26 petits peuples, Trop sont chou. réunis se sont réunis, on va dire, autour d'une zone qui est définie, qui s'appelle la Suisse, hein, et dans lequel il y a un système politique, donc qui est le nôtre, hein, le système dit démocratique, dans lequel le peuple vote, il élit, il choisit ses lois, il modifie sa constitution. Il a son système politique, voilà, il a son système politique. C'est ça un État. Un État, c'est une zone définie avec un peuple qui exerce ses lois, tout simplement. Alors après, que cet État soit un État comme la Suisse, on va dire, plutôt démocratique, ou que ce soit une dictature, dans lequel il y a un bonhomme qui décide pour tout et il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, ça reste un État dans lequel il y a un peuple avec un système politique. Oui. Voilà. Donc, en Suisse, il faut comprendre que donc la Constitution fédérale doit régir, enfin c'est le cadre général, c'est vraiment c'est le début et la fin de l'activité de l'État. Alors, ce sont des textes un petit peu génériques, mais dedans, il y a une chose très importante que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie, ou voire même relire régulièrement. Ce sont les articles 7 à 37 de mémoire, laisse-moi juste y retourner pour m'assurer, qui s'appellent les droits fondamentaux. Alors, ce qui Mhm. avant est intéressant aussi, hein, c'est le titre 2, droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux. Voilà. Donc, il y a les droits fondamentaux. Alors, ces droits fondamentaux sont intéressants parce qu'ils reprennent en substance tous les textes supérieurs des droits de l'homme, que C'est ce soit la ça. Convention européenne des droits de C'est l'homme, mondial, on est d'accord. voilà, que ce soit la Mhm. Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit un petit peu tous ces préceptes-là. Euh, ils sont repris, ils sont écrits, ils sont inscrits dans le marbre, j'ai envie de dire, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999. Pardon, je suis en Suisse, 1999. Oui, il faut que je me réhabitue, pardonnez-moi. Et donc, ces droits fondamentaux sont censés être, si on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne et même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui n'est valable qu'en France, hein, celle de 1789, qui a donné naissance à tous les droits de l'homme internationaux, dont nous héritons dans notre Constitution fédérale, articles 7 à 37, ces droits sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut On ne peut pas les toucher. pas y toucher, ils sont inaliénables. C'est-à-dire D'accord. que, si tu veux, quand je te vends mon vélo, j'ai aliéné la propriété. Mhm. D'accord? C'est du langage juridique. Aliéné, l'exemple, il est là. Je te vends mon vélo. Oui, Je t'ai aliéné la propriété du vélo. d'accord. Tout ce qui va avec, en D'accord? fait. Oui. Voilà, je Mhm. ne possède plus le vélo. J'ai plus Mhm. de droit dessus. Voilà, il t'appartient. D'accord? Donc, ces droits sont inaliénables. Donc, on ne peut pas les transférer. Ils nous appartiennent de facto. Ce qui est aliénable peut se transmettre d'une manière ou d'une autre. Ce qui est inaliénable ne peut pas se transmettre. Voilà, c'est inaliénable. Ils D'accord. sont inaliénables. Ils sont imprescriptibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prescrits dans le temps, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fin de durée. Mhm. Ils sont imprescriptibles. Voilà. Mhm. Et ils sont sacrés. Sacrés, on est en Suisse quand même dans un pays à tradition judéo-chrétienne. Le mot sacré veut quand même bien dire ce qu'il veut dire. Donc ces droits-là sont inaliénables, imprescriptibles et sacrés. Donc par définition, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas nous les enlever. Voilà. Mais la question de base était, est-ce qu'il y a déjà eu ce cas de figure en Suisse où finalement il passe une loi qui va à l'encontre de la Constitution ou qui enlève quelque chose ou qui ne respecterait pas la Constitution? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui, et je ne m'étendrai pas beaucoup dessus, mais c'est la loi sur la Banque nationale suisse de 2004. C'est-à-dire qu'elle est en contradiction avec un point de la Constitution, qui est l'article 99, qui consacre la création monétaire exclusivement à la Confédération. Et donc, par une loi, donc tu as la Constitution qui est en haut, et par une loi qui est en dessous, qui a été votée à l'Assemblée fédérale, hein, on dit que la création monétaire, notamment les billets de banque et les avoirs bancaires scripturaux
sur les comptes des ordinateurs, hein, sont délégués à la Banque nationale suisse. Donc on voit, si tu veux, que le problème, c'est que lorsque le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale vote une loi qui ne respecte pas un point de la Constitution, c'est là que ça devient intéressant que d'avoir le référendum. Parce que le référendum nous permet, nous, Suisses, de dire, attendez, stop, nous, on veut que ça passe devant le peuple. Ça nous permet de pouvoir faire appel et de dire, attendez, la loi, là, elle viole la Constitution. Et donc d'engager tout un processus, on va dire, démocratique de discussion. Par exemple, le problème, c'est que cette loi sur la Banque nationale suisse de 2004, il n'y a personne qui a rien dit. Donc, elle est passée et elle est toujours en activité. Ce qui veut dire que ça crée un précédent juridique qui veut que, et ça ne doit pas être le premier, mais en tout cas, celui que j'ai noté, c'est celui-ci, hein, il est quand même assez récent, à savoir, il y a une loi qui viole la Constitution, mais comme personne n'a rien dit, elle est appliquée, donc on a le droit de violer la Constitution. Donc, le but, si tu veux, c'est, de la part, j'ai envie de dire, des politiques, c'est pas vu, pas pris. Et là, la C'est loi ça. Covid, et voire même la loi sur le terrorisme, quelque part, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ces deux lois, moi je trouve quand même assez extraordinaire de voir qu'elles arrivent en même temps. Ces deux lois violent, elles foulent aux pieds nos droits les plus fondamentaux, qui sont, je le rappelle, inaliénables, imprescriptibles, sacrés. D'accord. Donc ces textes de loi que l'Assemblée fédérale a votés violent beaucoup de choses, foulent aux pieds nos droits fondamentaux, et ils espéraient quelque part que ça ne se voit pas. Mhm. Et cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Voilà. Voilà. D'après ce que j'ai pu voir, en ce qui concerne donc la loi Covid, il y a eu effectivement des citoyens bienveillants et très attentionnés qui ont surveillé un peu tout ça et qui se sont rendus compte, donc qui ont fait le nécessaire démocratiquement, à savoir, ils ont fait un référendum, hein, les amis de la Constitution. Je crois savoir qu'il n'y a pas que d'ailleurs, mais après tout le monde s'est un peu rassemblé. Donc c'est une bonne chose. Je crois savoir qu'il y a eu plus de, ou pas loin de 150 000 signatures, ce qui est 3 fois le minimum requis pour pouvoir faire le référendum et surtout pour qu'il soit accepté. Et en ce Ça, qui concerne la pour loi le fédérale. PMT, oui, ça, c'était la loi anti-terrain. Je sais Non, jamais le trop. Oui, c'est moi ça, j'avais ça c'était pour la. 150, non, c'était 90 000, Voilà, moi 90 j'avais. 000 en fait. D'accord. Ouais. Et puis pour la loi justement sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, donc la MPT, là aussi j'ai vu qu'il y a notamment il y a plusieurs choses qu'il faut noter. C'est que il y a l'ONU et l'UNESCO qui s'inquiètent que cette loi va à l'encontre des droits fondamentaux. Donc, c'est pas une lubie c'est pas une lubie de complotiste. C'est l'ONU et l'UNESCO qui disent attendez, nous on s'inquiète, cette loi elle va à l'encontre des droits fondamentaux, qui, je le rappelle, sont inaliénables, imprescriptibles et sacrés. Euh, donc, il y a ça. On peut se poser la question de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Alors, au début, on m'avait demandé, hein, notre amie Rebecca nous avait demandé de faire une petite vidéo assez courte sur les différents points justement de la loi Covid. Et en fait, moi, je t'ai plutôt proposé de faire quelque chose d'un peu plus global parce que, étant donné que je suis maintenant plus en Suisse, je suis un peu à l'étranger, je regarde les choses, on va dire, de manière un peu plus reculée. C'est-à-dire qu'il y a actuellement en Suisse, le 13 juin, il y a une votation, notamment sur la loi Covid et la loi sur le terrorisme. Mais moi, je vois ce qui est en train de se passer en France actuellement. Il y a une loi qui est en train de passer concernant la sécurité globale, enfin qui vient d'être d'ailleurs qui vient d'être promulguée il n'y a pas longtemps. Il y a dans les tuyaux une loi qui va viser à créer deux outils juridiques pour gérer les crises sanitaires qui est en préparation. Il y a la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire qui vient d'être adoptée hier par l'Assemblée nationale ou par le Sénat et plutôt dans la semaine par l'Assemblée nationale, donc elle va être bientôt promulguée après avoir été revue probablement par le Conseil constitutionnel. Il y a dans les tuyaux une loi qui prévoit ce qu'ils appellent la restauration de la confiance dans la justice, dans lequel cette loi notamment a pour but de supprimer par exemple le rappel à l'ordre, le rappel à la loi. Je vais un peu plus loin, je reste du côté européen. En Belgique, il y a une loi qui est en train de se préparer. Ils ont un peu de mal à la faire passer aussi, qui s'appelle une loi sur les pandémies, qui vise aussi à restreindre les droits fondamentaux. Donc on voit que la Suisse, en Europe pour l'instant, de ce que j'observe du côté en tout cas francophone, puisqu'il m'est difficile de regarder ce qui se passe dans des pays dont je ne parle pas la langue, mais on voit que dans les pays francophones, on subit tous un peu la même chose, c'est-à-dire par le biais de textes de loi et au prétexte d'une pandémie ou d'une pandémie, ou bref, on est en train de modifier tous les textes de loi possibles et imaginables qui visent à restreindre, voire à supprimer les droits les plus fondamentaux.
Voilà. Mais c'est pas seulement en Europe, hein, c'est pas seulement en Belgique, c'est pas seulement en France, c'est pas seulement en Suisse. C'est Je vrai. me suis aperçu également, j'ai des contacts au Canada, qu'il y a une loi il y a un projet de loi 96 pardon, 96, il y a un projet de loi de 96 qui vise à écarter les articles de la Charte des droits et libertés de la personne, qui est une charte du Canada, qui est l'équivalent, on va dire, de nos droits fondamentaux, hein, qui garantissent notamment, alors je vais le faire pêle-mêle, hein, droit à la vie, intégrité de la personne, droit au secours d'une personne dont la vie est en péril, liberté de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de réunion pacifique, de liberté d'association, droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, droit au respect de sa vie privée, droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, donc le droit à la propriété, le droit de se porter candidat lors d'une élection et le droit d'y voter, le droit à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant, et j'en passe. D'accord. Donc, d'un côté, nous avons, de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons euh, le Canada qui est en train de tout faire pour supprimer la charte du Québec, parce qu'il faut savoir que il semblerait que le Québec n'aurait pas ratifié la Constitution canadienne. Donc le Québec, c'est doté, on va dire, de différents arsenaux juridiques, notamment la charte du Québec qui vise à protéger les droits fondamentaux. Le Canada veut supprimer ce texte. En Suisse, nous avons la loi Covid qui va la fouler aux pieds, donc qui va fouler aux pieds nos droits fondamentaux. La loi sur le terrorisme qui va en remettre une deuxième couche. En France, je vais repasser le nombre les 2, 3 ou 4 textes de loi qui sont en train de travailler pour supprimer tout ça. La Belgique n'est pas en reste. À un moment, il faut se rendre Qu'est-ce compte qui de ce qui se reste? passe. Ah Mm. ben, il ne reste pas grand-chose. En fait, c'est ça qui est grave, c'est que la votation du 13 juin en Suisse, j'ai envie de dire qu'elle est, Primordial. elle est historique parce que je ne crois pas enfin, je ne connais pas le système politique canadien. Parce que les autres pays, Donc, ils n'ont pas les mêmes possibilités, c'est ça, quelque part. En fait, donc, chez je ne eux, c'est sais déjà un pas, peu fermé, plus. c'est ça. Donc, je ne Mm. sais pas quel est le moyen qu'ils ont de dire non, on ne veut Ouais, pas que ouais, nos c'est droits ça, fondamentaux soient réduits à peau de c'est chagrin. ça. Je ne crois pas que la Belgique ait notre arsenal politique et démocratique qui leur permette de pouvoir se prononcer sur, j'ai envie de dire, ce mouvement de panique ou totalitaire. C'est Oui. parce que pour moi, c'est du totalitarisme. La France, on sait qu'elle ne l'a pas. Donc, finalement, il ne reste que la Suisse. Il ne reste que la Suisse qui peut, le 13 juin, dire non. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et là, on peut prier quelque part parce que c'est hyper important que ce soit la Suisse ou que ce soit un autre pays, mais un pays au moins qui montre l'exemple. Tu vois, il y a des pays Ça, maintenant qui refusent les vaccins, par exemple. Hein, en Inde, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai. Après, d'autres aussi, hein, en Afrique, ils veulent absolument pas rien de savoir de ça. Ils disent, ils ont les médicaments dans leur propre pays pour soigner la maladie si ça arrive. Il y a quelques gouvernements qui sont courageux vraiment et qui prennent un peu les avants par rapport au mouvement, au grand mouvement comme ça qui est juste, qui nous amène plutôt, hein, on est d'accord, dans une direction de grande dictature, que c'est tout très, à fait. très, ça craint beaucoup, beaucoup. Mais David, après, c'est peut-être juste philosophique, mais c'est vrai que comment agir autant que citoyen qui a l'habitude d'écouter papa politique, de se laisser raconter les histoires par maman média, comment agir autant que peuple? Toi, tu es toujours justement tout ce qu'on a fait par rapport à la banque, avec notre maison. euh, on a juste défendu nos droits. Après, on a quand même perdu, il faut le voir, parce ils sont forts, mais qu'est-ce que tu vois en fait? Comment toi tu gagnes beaucoup beaucoup de choses à ton échelle parce que tu sais comment répondre. Donc voilà, quand c'est pas juste en fait, tu renvoies des lettres et des lettres parce que tu sais comment répondre et en général tu gagnes, hein, parce qu'ils se prennent pas le temps après de mettre une grande machinerie en route pour aller contre toi et puis parce qu'ils savent aussi que tu as raison. Mais ce savoir que tu as, c'est il y a tellement peu de gens qui ont ça. Donc, on est un petit peu paumé par rapport à cet immense appareil quand même qui, qui nous oppresse, quoi. Oui, alors bon, c'est parce que je prends le temps de me documenter, de rechercher, de travailler principalement avec des documents indiscutables, hein, c'est-à-dire des documents officiels, hein, tout simplement. Donc, je fais mon travail d'information personnelle, j'écoute pas les médias.
Alors oui, de temps en temps, je vais regarder un peu ce qui se passe et ce qui se dit dans les médias, mais je suis surpris. Écoute, là, j'ai un exemple concret là, qui vient de Oui, m'être... parce que ta vérité, pardon si je t'interromps, mais ta vérité, quelque part, c'est ce que tu vois aussi dans les livres de loi et de droit, non? Mais pas que, au niveau des statistiques aussi, et puis il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire attention. Là, je suis tombé sur une information qui est aussi simple que ça. Donc, on vient d'avoir un week-end de quelques jours la semaine dernière, hein, puisque c'était l'Ascension. Et donc, il y a eu en Suisse, donc il y a un institut hein, qui nous dit, donc c'est l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, qui nous dit qu'il y a eu 2770 cas de coronavirus confirmés en laboratoire pendant la Pentecôte. Très bien. Mais quand on va voir les chiffres officiels, donc ceux de leurs propres chiffres, attention, hein, leurs propres chiffres à eux, samedi, dimanche, lundi, ils ont répertorié 655 cas. Mardi, mardi, ils ont répertorié 803 cas. Alors moi, je fais le calcul. 605 plus 803, ça fait à peu près 1400, ça doit faire 1458 de tête. 1458. Ben moi, j'arrive pas à 2770. D'accord. Oui, c'est ça. Donc voilà, On ne peut pas se c'est fier, on peut vraiment pas se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. ça. Alors, je ne sais pas où ils ont été chercher ce chiffre, je ne sais pas, Ouais. ils ont dû rajouter la TVA, la taxe sur le carburant, je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul. Ils ont peut-être une calculatrice qui fonctionne pas. Je ne sais pas, ils utilisent peut-être une autre base mathématique, mais je ne sais pas Oh comment là ils là. arrivent à leur calcul. Tu Ouais. prends leurs chiffres, 655 plus 803, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. 655 plus 803, moi j'arrive à, de mémoire, de tête, hein, moi j'arrive à 1458, eux ils arrivent à 2770. Ce sera presque Bon, un peu une comédie, en fait, tu vois, si c'était pas c'est aussi ça, sérieux. C'est ça. c'est David, je ça. pense qu'on arrive au Après, bout parce que tu sais, on n'a que 45 minutes là. Donc, d'accord. on arrive au bout. Peut-être, voilà, on va juste clôturer avec quelque chose que Alors tu trouves super j'aimerais parler important. du pass sanitaire parce que le pass sanitaire finalement est lié à tout ça. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes? Oui, ben, moi, je suis totalement d'accord. C'est juste que ça coupe après, c'est après 45 minutes. D'accord. Alors le pass sanitaire, il faut savoir que donc la Suisse développe le sien, soi-disant. La France avait voulu développer le sien, finalement elle a abandonné, elle va se servir de celui de l'Union européenne. Alors en cherchant un petit peu, et en fait l'idée d'avoir cherché cette information vient du fait que la semaine dernière a été posée au Sénat français la question, est-ce que le pass sanitaire en France, si on l'accepte, est-ce qu'il sera fini, est-ce qu'on mettra fin à ce pass sanitaire, à l'utilisation, le 30 septembre, date de sortie de l'état d'urgence en France. Et le sénateur, le rapporteur, a dit oui, oui, absolument, sauf si le législateur en décide autrement. Attention. Alors, en faisant quelques recherches, on tombe sur les informations de l'Union européenne qui annoncent, hein, déjà en ce moment, il n'y a pas longtemps, ils ont publié des informations à ce sujet. Ils ont déjà dépensé 49,5 millions d'euros dans ce projet. Déjà. Il y a 3,5 millions d'euros qui sont budgétisés par année. Par année, donc ça veut dire que pour eux, ça va durer par année pour la maintenance et l'hébergement, donc les mises à jour, etc. Il faut savoir que les contrats sont déjà signés avec les partenaires. Donc, c'est-à-dire que c'est des contrats qui sont à long terme. La France a déjà dépensé plus de 7 millions, donc la Suisse, elle, de son côté, a déjà dépensé un peu plus de 6,4 millions de francs suisses. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est que le pass sanitaire, tant en France qu'en Suisse, va rentrer en application et en utilisation, alors en France, avant même que l'Union européenne l'ait voté. Donc, ça veut dire, parce que ce sera voté fin juin, donc ça veut dire que la France va faire office de bêta-testeur. Donc, mais la Suisse aussi. La Suisse aussi, puisqu'ils vont mettre en place, la Suisse met en place le pass sanitaire, le certificat, enfin, ils l'appellent comme ils veulent, avant même qu'il y ait la votation du 13 juin. C'est quand même assez génial. Alors, soit les votations sont truquées d'avance et ils savent de toute façon, ils vont les gagner, soit ils vont être un peu embêtés. Quoi qu'il arrive, le pass sanitaire rentre en application avant même que la loi soit votée. C'est quand même assez génial. Ça, c'est Voilà. assez. Donc ça, c'est assez dingue. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cet outil est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que, en fait, le développement qui est fait par les États s'appuie sur les outils qui ont été mis dans les appareils, que ce soit tablette ou smartphone, hein, qui sont ce qu'on appelle les API de Google. Donc, ce sont des outils technologiques qui sont fournis par Google et par Apple.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces outils, Google et Apple vont avoir d'office le retour d'informations que les États vont avoir eux aussi. La différence qu'il va y avoir, c'est que Google et Apple auront moins d'informations parce qu'eux ne pourront théoriquement pas faire le regroupement avec les informations des bases de données sanitaires. Donc Google et Apple vont se retrouver avec une base de données de metadata, donc d'informations anonymisées apparemment, qui leur permettra de connaître le déplacement des gens Qui n'ont sur rien la à voir planète. dans leurs mains. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. C'est ça qu'on va leur fournir. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ouais. vont avoir ces informations. Mhm. Donc, Donc, quelque part, Google ils et les ont Apple, déjà aussi, hein, maintenant, non? oui, mais là, ça va être encore plus Super important pour eux. officiel, oui. Ça va être encore plus important pour eux parce qu'ils vont Oui, pouvoir faire oui. le lien entre les différents utilisateurs de leur solution qui se croisent. Mhm. Tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Oui, il faut oui, avoir oui, regardé c'est le sûr. reportage d'Élise Lucet Je pour vois. comprendre comment ils arrivent à regrouper les informations pour finalement désanonymiser les données. Voilà, donc pour moi, on rentre dans un monde à la Orwell où tout est sous surveillance. Et c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on devrait accepter tout ça. Hein. Je veux dire, pour moi, c'est pas l'État qui devrait être au courant de tout ce qu'on fait, mais c'est à nous, citoyens, d'être au courant de l'État, parce que l'État, c'est nous, l'État nous appartient, l'État est à notre service, et ensuite, on le sait que trop bien. Voilà. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'État, et il ne peut pas y avoir d'État sans le peuple. Donc, l'État est une création de l'homme, ce n'est pas à l'homme de se soumettre à sa création. C'est merveilleux. C'est le meilleur mot de fin que tu as pu faire. Voilà. Donc, pour moi, c'est non. Ces votations, c'est non. C'est On est non, c'est d'accord. non, c'est non. Pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir, Mhm. c'est non. Et si on me dit oui, mais c'est pour les aides aux restaurateurs et à ceux qui ont été, ils peuvent très bien faire une loi à côté C'est pour ça, pouvoir les aider. Là, le c'est ça. problème, c'est que c'est une loi pour la loi Covid, c'est une loi fourre-tout, qui est une loi chantage. Vous voulez les aides? Eh bien, vous dites oui, mais vous allez être tracé. Monde à la Orwell. À un moment, c'est stop. Et puis, plein pouvoir du Conseil fédéral jusqu'en 2031, alors qu'il vient de mettre en suspens la task force sanitaire. Donc, le Conseil fédéral avoue à demi-mot, il n'y a plus d'épidémie, il n'y a plus besoin de conseils scientifiques, sanitaires ou je ne sais quoi. Donc, pourquoi lui donner les pleins pouvoirs jusqu'en 2031? Pour moi, ça cache quelque chose. Donc, c'est non. C'est non. On est d'accord. Mille merci, David. C'est parfait. Merci. Merci à toi, Coco. Et un pour tous. Tous pour un.